En France, en Afrique et encore plus au Congo, les contours de la franc-maçonnerie ne sont pas très bien définis dans l'inconscient collectif. Pour les non-initiés, la franc-maçonnerie ressemble à une secte aux pratiques occultes dont certains de ses membres sont perçus comme des surhommes doués de facultés et de pouvoirs hors du commun. Pour les frères maçons, un franc-maçon adhère à un système de pensée philosophique dont les membres prônent la solidarité et la fraternité entre tous les hommes. La franc-maçonnerie, qui n'admet aucune discrimination entre les hommes, n'est malheureusement pas perçue comme telle dans l'opinion. Au Congo, le mot franc-maçon est prononcé avec une sonorité qui laisse planer toutes sortes de suspicions. Pour ne pas laisser s'installer le doute et le flou qui entourent cette institution philanthropique, nous sommes allés à la rencontre d'un franc-maçon qui a décidé de franchir le Rubicon et briser le tabou. Pourquoi parler de la franc-maçonnerie alors que le maçon cultive le secret? La réponse, vous allez la trouver dans cette interview. Moi, Francis, franc-maçon. Suivez. En franc-maçonnerie, la seule chose, c'est de ne pas dévoiler les autres. Mais soit on peut se dévoiler sans aucun problème. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on est franc-maçon? Tout à fait. Tout à fait. Bien sûr. Mais bien sûr, moi c'est pour ça que je le dis. La seule chose dont on n'a pas le droit, c'est sans autorisation, de parler de ses frères, de parler des gens avec qui on est. Finalement, on a l'impression que la franc-maçonnerie, pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à une secte, à une confrérie, un regroupement de gens qui ont des pratiques mystérieuses, pour ne pas dire mystiques. Pourquoi est-ce que dans l'inconscient de ces nombres de gens, la franc-maçonnerie épouse cette perception-là? La franc-maçonnerie, actuellement en France en tout cas, c'est une association à but humaniste et philanthropique. Les origines sont assez lointaines, ça remonte au temple de Jérusalem, même peut-être à des rituels égyptiens également. Mais pour ce qui est de la franc-maçonnerie européenne, la franc-maçonnerie française, elle s'est surtout développée au XVIIIe siècle. Elle s'est vraiment développée à cette époque-là. Donc finalement, par rapport à la très vieille histoire et aux antériorités, c'est une histoire relativement récente. Mais la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle en France, il s'agissait à l'époque de gens qui étaient donc de la famille royale. C'était plutôt les Orléans par rapport donc aux Bourbons. Et on dit un petit peu que, pour la petite histoire, que ce sont les Orléans, finalement, qui ont favorisé un peu la Révolution française. Et donc, de la franc-maçonnerie, en tout cas, viennent les principes de 89, la liberté, l'égalité, la fraternité, et également, bien évidemment, tout ce qui est la solidarité humaine, l'entraide. Voilà, en gros, c'est ça. Donc finalement, bien sûr, ça n'est pas aussi ésotérique et aussi secret que ça. La seule chose qui est secrète, qui ne doit pas être dévoilée, c'est l'initiation. Mais pour ce qui concerne tout le reste, il n'y a absolument rien de secret. D'ailleurs, il y a des tenues souvent, qu'on appelle des tenues blanches, auxquelles sont invités des hommes politiques ou des responsables de la société civile, qui viennent faire des conférences et tout. Je veux dire, parce qu'on travaille beaucoup en franc-maçonnerie également. On dit aussi que les gens viennent plancher lors des séances. Je ne sais pas si on peut appeler ça la séance. On appelle ça des tenues. Alors, un franc-maçon, oui, il est lui-même soumis dans l'évolution de sa carrière maçonnique, il est soumis à un certain nombre de travaux qu'il doit accomplir. Et donc, parmi ces travaux, il y a ce qu'on appelle la gravure d'une planche. C'est-à-dire qu'il faut faire un travail sur un thème
convenu d'avance ou sur un thème qu'on a nous-mêmes choisi. Et voilà, moi j'ai beaucoup travaillé sur les problèmes de laïcité qui m'intéressaient. J'ai aussi travaillé également sur, les relations entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique, parce que ça m'intéressait, tout simplement. Mais voilà, bon, il y a plein de choses qui peuvent être, tout ce qui concerne également les libertés sexuelles, la liberté de la femme, toutes les choses qui ont été conquises un peu ces 30 ou 40 dernières années. La franc-maçonnerie a beaucoup contribué. Quand on dit que vous avez travaillé sur telle thématique, mais qui sont parfois des thématiques d'ordre général aussi, qui sont traitées dans des cercles de réflexion, dans des cercles de philosophie, pourquoi est-ce que à la franc-maçonnerie, ça épouse un caractère différent? Pourtant, ça a l'air d'être des travaux faits par les communs. Je pense que c'est dû à l'histoire. Je pense que c'est dû à l'histoire mouvementée et à l'histoire quand même assez persécutée de la franc-maçonnerie. Parce que sous le nazisme principalement, la franc-maçonnerie était totalement interdite. Et donc, je pense qu'elle garde encore actuellement, au niveau peut-être un peu du secret ou du côté un peu caché, elle garde un peu de cette époque-là, un peu comme, toutes les associations ou tous les groupements qui ont été un petit peu inquiétés, persécutés. Je pense que ça vient surtout de là, parce que, quand on connaît des francs-maçons, quand on discute avec eux, quand on veut bien s'en approcher, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose, ni de secret, ni d'ésotérique, ni d'extrêmement caché. Mais on dit aussi que les francs-maçons se reconnaissent entre eux, ils ont des signes, ils ont des gestes, ils ont des rituels, qui les font distinguer des autres qui confortent ce secret-là. Oui, absolument, mais ça c'est un peu, je pense, une survivance antique, ancienne, où peut-être les maçons se reconnaissaient entre eux au Moyen-Âge, à l'époque de la construction des cathédrales, et puisqu'ils étaient complètement en confrérie. Mais oui, tout à fait, oui, ça existe encore, mais ça fait partie complètement, du secret maçonnique et de l'initiation qu'un maçon ne doit pas dévoiler. En France, en fait, j'ai lu qu'il y a plusieurs obédiences. Oui, plusieurs obédiences maçonniques. Tout à fait. Le Grand Orient de France, la Grande Loge nationale française, sur les deux la Grande Loge de France aussi, et la Grande Loge féminine de France, d'après ce que j'ai lu, et puis une nouvelle loge qui vient de faire son apparition, le droit humain. Oui. Comment toutes ces loges-là se comportent entre elles. J'ai cru comprendre aussi qu'il doit y avoir des loges de droite et des loges de gauche. Tout à fait. Alors, si vous poursuivez un même idéal qui est celui de l'humanisme, des valeurs qui sont comprises du respect de la laïcité, les valeurs de la République, égalité, fraternité, comment peut-on faire partie soit d'obédience de droite ou bien d'obédience de gauche alors que l'objectif poursuivi est quasiment le même? Ça dépend un petit peu de sa sensibilité, de son origine, et c'est dû aussi, me semble-t-il, je pense en tout cas à l'histoire aussi, à l'histoire un petit peu mouvementée de la République. Vous savez qu'il y a, il y a des républicains de gauche et il y a des républicains de droite, ils sont républicains tous les deux. Et mais la franc-maçonnerie, l'obédience à laquelle j'appartiens, le Grand Orient de France, est une obédience, mais très grosso modo, on peut dire très très grossièrement, parce que quand on se penche après dans le détail et dans les idées politiques des membres, c'est moins évident que ça. Mais globalement, le Grand Orient donc est à gauche et la Grande Loge nationale française est à droite, d'accord? Ça vient aussi de l'histoire. Une histoire, moi, que je connais bien, puisque j'ai dans ma famille un ancêtre qui a été un peu à l'origine de cette scission, puisque le Grand Orient de France s'est séparé de la Grande Loge à une certaine époque pour des problèmes de référence à l'existence de Dieu.
Et donc, la franc-maçonnerie, avec les loges anglo-saxonnes, jusqu'à ce moment-là, faisait référence donc au grand architecte de l'univers, à Dieu. Et sous l'influence d'un de mes ancêtres, d'ailleurs, Frédéric Desmond, en 1877, au convent, le Grand Orient a décidé de ne plus faire référence au grand architecte de l'univers. Et là, alors, le Grand Orient a été exclu par les loges anglo-saxonnes qui sont assez dominantes parce que la franc-maçonnerie aussi est très très influente dans les pays anglo-saxons, principalement en Écosse, en Angleterre, enfin en Grande-Bretagne globalement. Et donc, à cause du refus ou de l'abandon de la référence à Dieu, au grand architecte de l'univers, le Grand Orient a été un peu mis au banc de la maçonnerie. Donc il a vécu son existence propre. Et alors la Grande Loge, donc le Grand Orient, a plutôt des idées, je veux dire, évoluées, avancées, progressistes, alors que la Grande Loge nationale de France a plutôt des idées plutôt conservatrices, quoi. Mais quand même républicaines. Il y a une loge où on doit prêter serment sur la Bible. C'est pas le Grand Orient. C'est pas le Grand Orient. J'ai cru lire que la Grande Loge nationale française, je pense, les gens doivent prêter serment sur la Bible. Je pense. Et que, je pense, tout à fait. Donc la référence à Dieu, à l'être suprême, domine finalement. Donc c'est la loge conservatrice. Oui, elle domine pas, parce que en France en tout cas, moi je vous parle simplement du problème français, le Grand Orient est l'obédience la plus importante du point de vue numérique. C'est l'obédience dominante du point de vue appartenance et du point de vue nombre d'adhérents. Au Grand Orient de France, on ne parle pas du débat politique, ne s'ouvre pas, on planche, on réfléchit, mais on n'y vient pas pour débattre des problèmes politico-économiques. Mais j'ai aussi compris que c'est grâce aux maçons qu'il y a eu un certain nombre d'avancées sur le domaine social en France. L'exemple du RMI, par exemple, aurait été initié ou sinon poussé par les maçons. Comment l'expliquer ? Je le pense aussi. Je le pense aussi. On peut remonter même plus loin. Je veux dire, la laïcité, par exemple, l'apparition et le renforcement et l'installation de la laïcité en France, c'est complètement une œuvre de la franc-maçonnerie. La séparation de l'Église et de l'État. La loi de 1901 créant la liberté d'association et la création d'associations a été aussi une œuvre de la franc-maçonnerie. À cette époque-là, d'ailleurs, jusque dans les années 1920 à peu près, la franc-maçonnerie avait une influence politique sous la Troisième République, principalement, assez importante, puisque les gens étaient à la fois maçons et en même temps des élus importants de la République, soit maires, soit députés, soit sénateurs. Voilà. Bon, c'était le cas, par exemple, de mon ancêtre, c'était à l'origine un pasteur protestant qui a abandonné donc sa robe de pasteur et puis qui a fait une carrière politique et parallèlement à sa carrière politique de député, de sénateur du Gard, il a bien évidemment, je veux dire, accompli une carrière maçonnique assez importante puisqu'il est devenu grand maître du Grand Orient entre 1875 et 1910 où il est mort. Et donc voilà. Mais actuellement, bien sûr, le RMI, toutes ces choses-là sont inspirées parce que, si vous voulez, les francs-maçons, ils sont à la fois dans leur loge où ils travaillent, mais ils sont aussi complètement partie prenante en général de la société. Et donc, dans la société dans laquelle ils sont, bien évidemment, je veux dire, ils essaient de faire appliquer leurs principes, leurs idées et leurs valeurs. Et c'est pour cette raison-là, finalement. Il n'y a pas des liens directs. Moi, pour ce que j'en sais,
et que j'en crois aussi, il n'y a pas des liens directs de cause à effet entre, je veux dire, la maçonnerie et des influences politiques. Mais en même temps, je veux dire, si des gens sont maçons et en même temps ont une carrière politique, eh dans leur carrière politique, il est bien évident qu'ils appliquent les principes de la maçonnerie. Quand on voit le combat qu'ils mènent sur un point de vue social et les valeurs qu'ils défendent, qui pour la plupart sont soutenues par les valeurs républicaine, donc issu de la thématique égalité, fraternité et liberté. Est-ce qu'on peut exporter la franc-maçonnerie en Afrique, par exemple? Moi je pense, oui. D'ailleurs, bon, je veux dire, il existe des loges africaines et la franc-maçonnerie est très très importante en Afrique, mais déjà depuis assez longtemps, depuis, me semble-t-il, enfin je ne connais pas l'histoire très très exactement, mais je pense déjà depuis assez longtemps. Mais bien évidemment, je veux dire, ces valeurs sont des valeurs totalement universelles, des valeurs de philanthropie, des valeurs d'humanisme, des valeurs complètement de progrès humain. Je veux dire, elles peuvent s'exporter dans le monde entier, y compris en Afrique, bien évidemment, à condition qu'elles soient respectées. À condition qu'elles soient respectées, mais on a l'impression que ça ressemble beaucoup plus à des sectes mystérieuses dans lesquelles on n'y a pas accès et que les pratiques seraient des pratiques un peu plus mystiques. Est-ce que la franc-maçonnerie a aussi, parmi ses objectifs, un fonctionnement qui est mystérieux? Est-ce que ceux qui font partie de la franc-maçonnerie sont des gens qui s'élèvent dans le mysticisme, ou bien c'est seulement ils acquièrent des connaissances pour essayer d'en donner aux autres? Tout dépend de ce qu'on entend par mysticisme, mais je veux dire, c'est complètement des valeurs de progrès de la société, mais également des valeurs d'élévation pour le Grand Orient, je ne dirais pas de l'âme, mais des valeurs d'élévation de l'esprit, bien sûr. Ah, mais oui, parce que je veux dire, la confiance et puis, je veux dire, tout ce qui sont les valeurs de l'esprit humain, c'est quelque chose d'assez fondamental dans la franc-maçonnerie. Donc, bien évidemment. Alors, ça peut ressembler à du mysticisme, bien évidemment, mais très 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 honnêtement, moi je pense que ça n'est pas. Et la meilleure façon, je veux dire, pour s'apercevoir de ça, moi c'est ce que je dis quand on me pose ce genre de questions, ben, c'est de venir, c'est de rentrer, parce que c'est ouvert à tout le monde, et puis il suffit, je veux dire, de se présenter, et puis voilà, et à ce moment-là, je pense qu'on change complètement de discours. Moi, c'est un discours que j'avais au préalable, que j'avais un petit peu avant. Et puis, vu de l'intérieur, c'est pas du tout comme ça. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de choses cachées, il n'y a pas de choses trop ésotériques. Surtout au Grand Orient, qui se veut quand même assez progressiste et tout. Peut-être dans les autres obédiences, comme la Grande Loge, ou comme peut-être les Rose-Croix, qui sont aussi une branche qui est issue de l'Égypte ancienne, qui sont issus de rites égyptiens. Là, il y a des références et si vous voulez, vraiment, les gens se réclament beaucoup plus de la tradition. Au Grand Orient, on est peut-être un peu plus moderne et on ne s'attache pas trop à ces valeurs de mysticisme. Et je veux dire, mais on s'attache beaucoup aux valeurs de l'esprit, quand même. Mais est-ce que vous comprenez ceux qui ne comprennent pas, en parlant de la franc-maçonnerie, qui qualifie de secte un peu fermée, dans lequel on ne sait pas ce qui s'y fait à l'intérieur? Ben, oui, dans la mesure où, bon, il y a une chose, c'est vrai que le rituel de l'initiation est quelque chose d'absolument, je veux dire, indévoilable, secret, mais comme plein d'autres choses dans la vie, je veux dire, dans une vie humaine, mais ni plus ni moins.
Je pense que c'est dû un petit peu, ce sont des rumeurs aussi, comme chaque année dans la presse ressort ce qu'on appelle un marronnier, c'est-à-dire des articles, les journalistes, vous avez des journalistes un peu spécialisés là-dedans et qui dans les divers hebdomadaires français sortent leurs numéros sur la franc-maçonnerie. En général, c'est toujours un peu à la même époque et voilà, bon. Ça s'appelle un marronnier. Et alors on dit des choses, mais on dit des choses toujours un peu vues de l'extérieur. Et très très souvent, des choses qui sont un peu le fruit d'une rumeur ou voilà, de choses qui se disaient aussi à l'époque où ces obédiences étaient interdites et où on les accusait de tous les maux. À l'époque du nazisme et je veux dire même du pétainisme en France, il n'était pas du tout bien vu d'être franc-maçon. Et donc, bon, moi, je pense que c'est pour ça un peu que les gens continuent peut-être, à cause de ce passé un peu pesant, comme je disais tout à l'heure, les gens continuent un petit peu d'être très prudents. C'est plutôt de la prudence que du secret. C'est plutôt de la prudence, une certaine discrétion aussi, plus que du secret. Vu de l'intérieur, puisque vous êtes maçon, que pouvez-vous dire aux Africains? Parce que ici, c'est une émission qui va être diffusée à la première chaîne privée du Congo-Brazzaville, la DRTV. Que pouvez-vous dire à tous ces Congolais ou ces Africains qui pensent que être maçon, c'est un signe pour eux de faire partie de la haute société ou peut-être même pour faire partie du sérail qui doit gérer le pays. On a l'impression que certains y adhèrent pour soit pouvoir profiter des positions dominantes. Alors d'abord, une chose importante qu'il faut dire, c'est que moi-même à Paris, là j'ai un peu pris de distance, mais pour des raisons complètement personnelles, parce que je suis pas toujours à Paris, mais à Paris, j'ai été pendant quelques années dans une loge maçonnique du Grand Orient avec des Africains, avec tous mes frères congolais, et donc que je connais bien, et avec qui j'ai partagé plein de choses en toute fraternité. Et donc, je pense que je peux m'adresser donc aux Africains et aux Congolais en leur disant, bon, d'abord, n'écoutez pas tout ce qui se dit, toutes les rumeurs, tous les ragots. Approchez-vous et essayez de voir en vous approchant vraiment, avant peut-être d'en parler et d'en médire, essayez de voir. Alors, bien sûr qu'au Congo, ce soit vu comme une possibilité d'accès dans la société, peut-être. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'en France, toutes ces choses-là sont complètement terminées. Je veux dire, quand on entre en maçonnerie, c'est clair et net, et les amis congolais, les frères congolais le savent aussi à Paris. Je veux dire, on ne rentre pas en maçonnerie pour obtenir des postes, pour avoir des grades, pour accéder au niveau du pouvoir, parce que ça, c'est vraiment complètement terminé. Ça n'existe plus. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au Congo, mais je pense que c'est peut-être légèrement différent, mais je pense qu'il y a beaucoup, on fantasme beaucoup, si vous voulez, là-dessus, on projette énormément, mais la réalité est beaucoup plus simple, beaucoup plus terre à terre, et moi, ce que je dis simplement à nos amis congolais, puisque, fort un peu de l'expérience que j'ai eue avec mes frères congolais à Paris, je leur dis, allez-y, entrez-y, n'ayez pas peur, et venez voir un peu ce qu'il y a, et puis si ça vous intéresse, vous vous perfectionnerez dans l'humanisme, dans la solidarité, dans l'ouverture de l'esprit humain, sur tout ce qui sont les principes de laïcité, et les principes d'évolution de la société. On parle de beaucoup de solidarité entre maçons. Est-ce que d'obédiences différentes, ces solidarités existent aussi? Ou bien c'est seulement les gens de la même obédience? Moi, j'en ai entendu parler aussi, mais principalement, pour ce qui me concerne personnellement, je l'ai jamais trop expérimenté, je dois vous dire.
mais je pense que ça existe peut-être, comme ça existe à l'intérieur d'une famille, comme ça existe à l'intérieur de certaines corporations, de certains milieux professionnels, moi je sais pas, les journalistes, les médecins, les avocats, espèce de un peu de petit corporatisme. Oui, il y a une certaine confraternité, ça c'est sûr, on a beaucoup, je veux dire, le phénomène de la fraternité, c'est quand même quelque chose de réel dans la maçonnerie. Ça n'est pas qu'une valeur théorique, hein. C'est quelque chose de très très réel et très concret. Et je dois vous dire une chose hein, qui me paraît assez importante, mais qui m'est presque complètement personnelle. Enfin, elle m'est à la fois personnelle, mais je veux dire, je pense que d'autres gens que moi partagent. Moi, j'ai un grand regret au Grand Orient, c'est que les femmes ne participent pas. Et donc à la maçonnerie. Alors il existe une obédience qui est la Grande Loge féminine, mais au Grand Orient de France ou à la Grande Loge, pour l'instant, les femmes ne sont pas admises. Et moi, très timidement, à certaines époques, j'ai essayé un petit peu d'en parler, mais ça, c'est encore un peu tabou. Alors au Congo, ben, il faudrait aussi que ça bouge de ce point de vue-là, me semble-t-il. Bon, ben, parce que moi, c'est mon idée personnelle. Et je la partage entièrement, c'est que, bon, ben voilà, ça manque un peu de femmes dans la maçonnerie. Mais peut-être qu'elles ne comprennent pas et pensent que c'est une histoire d'homme. C'est possible, mais c'est complètement faux, parce qu'il existe donc, elles l'ont prouvé, des femmes francs-maçonnes qui travaillent, et qui, moi j'ai des amis à la Grande Loge féminine, et voilà. C'est un problème de mixité, mais c'est une pesanteur sociologique et historique extrêmement forte. Merci beaucoup.